Merci d'être fidèle à Gabon 24, Madame, Messieurs, et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel consacré à revivre les temps forts de l'actualité avec nos experts et nos chroniqueurs maison. Ce mois de mai a été fortement marqué au Gabon par les descentes de terrain du président de la République. Ali Bongo Ondimba a montré sa volonté à se tenir au plus près des populations en sillonnant les artères de la capitale gabonaise. Côté économie, les prévisions de croissance du Fonds monétaire international rassurent, mais l'institution de Bretton Woods a toutefois posé des conditions au gouvernement gabonais pour le décaissement de l'enveloppe du mécanisme élargi de crédit, nous le verrons. La question du foncier fâche toujours au niveau du Gabon. Être propriétaire est un parcours du combattant entre escroquerie, lourdeur et coût des procédures. On essaiera de lever le voile avec Praxel Loudeke. Et puis cette rétro est également l'occasion de rendre un hommage bien mérité à celui qui a porté haut le vert, jaune et bleu. Théodore Zuengema, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Gabon, le National Azingo, qui s'est éteint ce mois de mai et a été inhumé à Mongomo, sa ville natale. Voilà ce qui constitue la trame de cette émission au programme analyse, décryptage et commentaires. La rétro de l'actualité, c'est parti. Et nous commençons en France, où le nouveau gouvernement est connu, conduit par Elisabeth Borne. Il est celui qui devra entamer ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, en Afrique, le Mali claque la porte au G5 Sahel et laisse l'organisation dans la tourmente. Mais avant d'en venir à ces faits, parlons d'abord de cette communion entre Ali Bongo Ondimba et les populations gabonaises. Le président de la République a effectué des descentes de terrain, certes, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans la capitale gabonaise, mais aussi et surtout pour tendre son oreille aux problèmes des Gabonais. Suivons ce reportage et on retrouve notre spécialiste juste derrière. Samedi 14 mai 2022, tout juste arrivé au terme de sa visite d'inspection sur le terrain, le président de la République s'est accordé une pause déjeuner. Cadre choisi en ce jour de week-end, le quartier ancienne Sobraga est un lieu bien connu des Librevillois pour sa spécialité culinaire. C'est un plaisir de voir le chef de l'État en chair et en os. Ici, il s'est carrément rapproché des populations. Il est venu prendre des coupés en bon gabonais, en bon citoyen, comme tout le monde le fait ici à Ancien Sobraga. Donc, voir la foule en effervescence, voir le président de si près, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Si le président paye pour tout le monde et couper, c'est tant mieux. Hein? Ben voilà, et nous on attend notre paquet, quoi. That's it. Mais bon, comme à ce moment on réalise que le chef de l'État fait le tour du propriétaire, il visite plusieurs quartiers, donc nous sommes très contents de le voir aujourd'hui. L'arrivée du chef de l'État ici a suscité de l'effervescence auprès des populations visiblement marquées par cette présence inhabituelle. Je veux juste le voir avec mes propres yeux, c'est tout. Ça me donne une joie immense puisqu'il s'est remis avec son état de santé, il s'est remis alors que Dieu soit loué. Donc je veux juste le voir seulement. C'est un honneur. Hein. Oui, ça me fait plaisir de voir qu'il est en bonne santé, qu'il est prêt à gouverner le pays. Ça va. C'est un honneur de le voir là maintenant. La proximité et le contact direct avec les populations, la simplicité des échanges. Le président de la République ici s'est offert à tous comme un citoyen ordinaire, un homme de terrain, tout simplement. Nous sommes venus parce qu'on nous a dit que le président est là, donc nous sommes venus voir de nos yeux. Je suis gabonaise et orpheline. Donc du coup, je me suis dit que s'il est là, peut-être ce serait une raison pour moi de rencontrer le président et peut-être trouver une solution à ma vie. Permettez, monsieur le président. Je suis trop content de vous voir, monsieur le président. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Je suis rentré au pays depuis 2018. J'essaie de me battre, j'essaie de trouver une solution, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. Where are you from? Montreal? Alberta? Calgary? Nice to meet you. Me too. I've been to Calgary. Yes, sir. Oh, Plusieurs ici n'oublieront certainement pas de sitôt cette journée mémorable en compagnie du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et pour commenter cette actualité politique dense de ce mois de mai, Arcel Moro-Ongui est déjà avec moi sur ce plateau. Vous êtes politologue gabonais. Merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Gabon 24. C'est un plaisir d'être invité sur votre plateau pour commenter l'actualité politique nationale et internationale.
Un plaisir partagé. Arcel Moro, Ali Bongo Ondimba sur le terrain. Belle communion avec les populations gabonaises. Oui, vous savez que c'est un exercice important pour le détenteur d'un pouvoir aussi suprême que celui de président de la République, entre la réalité administrative et bureaucratique autour de dans laquelle vit le chef de l'État, que ce soit son cabinet, autour de ses collaborateurs, les membres du gouvernement, et la réalité, le contact direct avec la population sont pour tout chef d'État un moment important et privilégié pour se rendre compte à la fois peut-être de la popularité, mais également du retour d'écoute par rapport à l'action politique qui est menée sur le terrain par son administration. Effectivement, des chantiers donc de la route que le numéro 1 gabonais est allé visiter. Est-ce qu'il y a de quoi se satisfaire au terme de ces descentes de terrain du président de la République? Je pense que la finalité de l'action politique sont les résultats. Je crois que dans un premier sens, on peut se féliciter de ce que le chef de l'État, ce qui est d'ailleurs son devoir, aille sur le terrain, vérifier l'état d'avancement des travaux de réfection des voiries du Grand Libreville qu'il avait initié en fin 2020, lors de sa première sortie dans Libreville. Ensuite, c'est aussi, je pense que la satisfaction viendra avec les résultats. Je pense qu'au cours de cette sortie, il a pu se rendre compte qu'une partie des commandes qui ont été faites est déjà réalisée et qu'une autre partie est en cours. En même temps, je ne pense pas qu'il est sorti là avec un sentiment d'autosatisfaction. Bien au contraire, je pense que le chef d'État a exigé que les travaux aillent plus vite par rapport au délai de livraison, au regard du caractère social, voire socio-économique de ces travaux-là. Il s'agit des routes interquartiers, ce qui contribue à l'amélioration des conditions de vie et même de santé des populations dans les différents quartiers populaires de Libreville qui sont bénéficiaires de ces travaux de réfection des voiries. Alors 2023, c'est seulement dans quelques mois et certes, Ali Bongo Ondimba n'a pas encore clairement formulé son intention de briguer un troisième mandat à la tête du pays, mais cette descente de terrain peut-elle être perçue comme une opération de charme? Mais toujours, tout ce que fait l'homme politique a forcément un caractère politique. Et nous sommes dans une période préélectorale, 15 mois, 16 mois environ, et il y a beaucoup de manœuvres politiques ou préélectorales que le chef de l'État est en train d'opposer. Son discours qui a été assez ambigu lors de la célébration des 54 ans de sa formation politique. On observe plusieurs ralliements des personnalités politiques qui viennent de l'opposition, d'autres de la société civile. Tout cela tend à démontrer une volonté réelle, peut-être, de compétir l'année prochaine à l'élection présidentielle. Je pense que le temps le dira. Mais on ne peut ne pas se douter de ce que le chef de l'État descend sur le terrain, mais aussi, ce que je l'ai dit tantôt, pour voir un peu sa popularité auprès des Gabonais, parce que cet échange-là détermine d'un point de vue personnel, psychologique, un individu à prendre une décision de cette nature, au regard surtout des aléas que son régime a connus au cours de ces 5 dernières années. Et puis, il faut aussi dire que ce qui est important, ce qu'il faut aussi relever au cours de ces descentes de terrain par rapport à la journée de 2023, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'essayer d'étoffer ou de corser le bilan de ce second mandat du président Ali Bongo Ondimba. Parce que vous savez, à 15 mois de l'élection présidentielle, il y a beaucoup d'attentes sur le plan social. Il y a même des critiques qui viennent de l'opposition, une partie de la population qui s'estimerait ne pas être suffisamment satisfaite pour des problèmes d'eau, d'électricité, d'insalubrité dans Libreville. L'emploi qui est le premier problème de la jeunesse gabonaise aujourd'hui, une jeunesse qui compte quand même pour près de 60% de la population et par conséquent du collège électoral des citoyens qui votent le président de la République. Donc, les enjeux ne sont pas qu'en termes de simple communication politique, mais les enjeux sont réellement politiques. Par rapport à 2023, je pense que tout cela est à prendre au sérieux. Un président de la République qui a eu une oreille bien tendue aux problèmes des Gabonais. L'actualité, Arcel Moro, c'est également sur le continent africain. Le Mali a claqué la porte du G5 Sahel en précisant toutefois que le pouvoir de Bamako reste ouvert au dialogue. Quelle lecture faites-vous de cette décision ? Alors, vous savez que depuis 2012, le Mali est traversé par la violence terroriste liées notamment à Al-Qaïda, à l'État islamique. Al-Qaïda au Maghreb islamique, oui. Tout à fait. Il y a d'autres mouvements de violence qui sont entretenus par des communautés d'autodéfense dans les villages et les cantons, souvent assiégés par ces groupes terroristes-là. Donc toutes ces violences et ces désordres-là ont pris une bonne partie du pays au tournant des années 2012-2015. Et comme élément de réponse, entre autres, il y a eu notamment la création du G5 Sahel, qui est un regroupement de la Mauritanie, du Tchad, du Niger, du Burkina,
et du Mali, bien sûr, pour tenter de donner une réponse militaire à l'avancée sans cesse du terrorisme dans ces différents pays. Alors, la décision du Mali de sortir du G5 Sahel est une décision qui, symboliquement, elle est assez grave parce que c'est quand même l'un des États importants de ce dispositif militaire du G5 Sahel. En même temps, il faut comprendre que c'est une décision qui rentre dans le cadre de la suite des décisions déjà prises par Bamako, notamment la suspension des accords militaire avec la France de 2014, de 2020 sur la présence sur la force Barkhane. Et donc toutes ces décisions-là, cette décision de Bamako qui a été prise récemment, là, rentre dans ce cadre-là et cela démontre quelque part le véritable malaise qu'il y a entre le Mali, ces pays dans la sous-région et il faut le dire aussi parce que le communiqué de suspension de la participation du Mali au G5 Sahel a clairement indiqué la présence d'un acteur extérieur sous-régional qui instrumentaliserait les autres pays. La réalité de la décision de départ du Mali du G5 Sahel, c'est que depuis le mois de février 2022, le Mali devait normalement abriter la présidence tournante du G5 Sahel. Effectivement. Donc, le Tchad devait libérer le poste pour le donner au Mali. Seulement que du fait des coups d'État intervenus, des deux coups d'État intervenus au cours de ces 2 dernières années au Mali, beaucoup de pays de la sous-région du G5 Sahel ont opposé leur refus de voir le Mali tant qu'ils n'ont pas encore régularisé leur situation politique. Et donc finalement, est-ce que cette décision de Bamako n'est pas un échec des autorités de la sous-région par rapport à cette organisation du G5 Sahel? Alors, le problème, il faut le voir à 2 niveaux. Le G5 Sahel lui-même a son propre bilan en tant qu'outil diplomatique et militaire de riposte à l'avancée du terrorisme dans le pays. Il y a aussi une autre dimension qui est plus régionale, voire internationale, à savoir la question du statut politique du Mali actuellement par rapport à ces 2 coups d'État. Sur le premier problème qui concerne clairement le G5 Sahel, le G5 Sahel a déjà des problèmes d'ordre financier, des problèmes de déploiement opérationnel des armées sur le terrain, mais néanmoins, il était un cadre de référence et politique qui permettait aux États de discuter et de mener de temps en temps certaines opérations conjointes sur le terrain pour repousser certaines agressions terroristes au niveau des frontières des différents pays. Donc, le retrait du Mali pose un problème sérieux au niveau de l'autonomie du fonctionnement du G5 Sahel, d'un côté, et d'autre part, pour revenir directement à votre préoccupation, celle de savoir si il n'y a pas eu, s'il ne semble pas voir à travers, disons, un échec. Oui, c'est parce que quelque part, on mélange à la fois les problèmes politiques qui sont discutés dans le cadre de la CEDEAO et les problèmes sécuritaires dont relève typiquement le G5 Sahel. Donc, cet amalgame a des conséquences et aura des conséquences sur le plan de la sécurité de la sous-région avec le retrait annoncé de Bamako. Et la question à se poser est de savoir quel peut être l'avenir du G5 Sahel sans le Mali aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous poser comme question, quel peut être cet avenir, surtout qu'on a écouté un Mohamed Bazoum, président du Niger, décrier ou du moins déclarer que le G5 Sahel était mort avec ce départ du Mali et appelé à l'aide par rapport à la France. C'est incontestable que le G5 Sahel ne pourra plus fonctionner sans la présence du Mali au regard du dispositif et du rôle que le Mali y jouait. Et c'est parce qu'en réalité, le dernier levier de coopération qui existait entre le Mali et ces autres pays était le G5 Sahel. La suspension au niveau de la CEDEAO, suivie de celle-là du G5 Sahel, marque la rupture véritable de coopération entre le Mali et les autres pays. Et par conséquent, le dispositif du G5 Sahel, aujourd'hui, je ne vois pas quel fonctionnement opérationnel et concret il pourra encore avoir dans les jours et les semaines à venir. Surtout qu'au départ, il a ces problèmes structurels de fonctionnement, de déploiement des forces militaires sur le terrain au niveau des zones frontalières attaquées par les groupes rebelles djihadistes. Rapidement, on va parler également de cette actualité en France. Là-bas, le président réélu, Emmanuel Macron, a finalement dévoilé son nouveau gouvernement. Et c'est une femme qui prend la tête de ce gouvernement. Qu'est-ce qui va changer avec ce Premier ministre femme ? Alors d'abord, lorsqu'on regarde un peu l'opinion publique française aujourd'hui, c'est un gouvernement qui ne bénéficie pas de beaucoup d'appréciations favorables au niveau de l'opinion. Près de 60-70% des Français sont mécontents de la constitution du gouvernement. Ce n'est pas tant parce que c'est le visage d'une femme qui est rejeté, mais parce que, selon l'opinion publique française, la grande majorité des Français estimerait aujourd'hui au niveau des sondages que c'est un gouvernement
qui n'a pas tenu la promesse du renouvellement de la classe politique. Effectivement. On s'attendait certainement d'une part un véritable renouvellement parce que 60% des ministres de l'ancienne équipe ont été maintenus. Et ensuite, le gouvernement est resté dans une coloration davantage proche de la droite. Plutôt penché une vers la véritable droite, ouverture vers les questions sociales et les questions écologiques qui sont les préoccupations des Français. Alors, Elisabeth Borne, elle a quand même porté ce portefeuille du travail. Elle a été pendant longtemps porte-étendard des écologistes également. Est-ce que, à travers cette figure, Emmanuel Macron ne voudrait pas contenter finalement les attentes des Français? Oui, en partie, je l'ai dit, mais seulement que, d'ailleurs, lorsqu'on regarde la structuration de l'opinion publique aujourd'hui en France, 80% des électeurs de Macron sont satisfaits. Ceux de ces anciens rivaux à cette élection, challengers, tels que Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen, ont des appréciations défavorables de 80-90%. Bon, moi, je pense qu'il faut minimiser finalement cette opinion défavorable parce qu'il ne s'agit qu'une opinion qui reflète en réalité la situation électorale. Donc, là où plutôt Elisabeth Borne sait qu'elle doit travailler, parce que ce n'est pas le gouvernement uniquement des patrons de M. Macron, c'est le gouvernement de la France. Donc, il faudrait effectivement que sur des questions telles que le pouvoir d'achat, telles que la sécurité, telles que la justice, telles que les inégalités sociales et la question écologique ou environnementale, qu'elle puisse poser des actes et des décisions fortes. De sorte que vous savez qu'il y a un agenda électoral et législatif qui arrive sous peu, si ce gouvernement peut tenter de gagner en popularité pour permettre au président d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Est-ce que peut-être pour terminer, pour contenter la majorité des Français, vous le disiez à l'instant, est-ce que finalement les législatives ne sont pas ce dernier espoir pour changer la couleur de ce gouvernement actuel-là? Le gouvernement va très probablement changer par rapport à deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, les législatives arrivent. Et si les législatives donnent un avis, donnent une majorité qui est différente de ce que le président attend, nous irons vers une cohabitation, et ce qui va révolutionner complètement la structure de ce gouvernement et sa ligne politique. En même temps, si ce gouvernement obtient une majorité, même si c'est par alliance, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y aurait un grand changement en termes de visage, en termes d'action politique? Je ne crois pas. Parce qu'en politique, on estime que si nous avons pu être élus aux élections présidentielles puis aux élections législatives, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois que nécessairement, il va y avoir des adaptations, mais ces adaptations ne pourront pas structurellement changer la formation et la ligne politique de ce gouvernement. C'est toujours un plaisir de bénéficier de votre analyse pertinente. Arcel Moreau, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes donc politologue gabonais. Merci encore. Merci. Et nous poursuivons avec de l'économie, avec pour grand absent la Russie. Le forum de Davos se tient, ou s'est tenu du moins, avec plusieurs enjeux en Suisse. Le Cameroun a pour sa part clôturé le 23 mai à Yaoundé le roadshow de l'emprunt obligataire 2022 à travers lequel l'État du Cameroun entend désormais mobiliser plus que les 200 milliards de francs CFA initialement sollicités. Mais avant d'aborder ces points, une mission du Fonds monétaire international a séjourné à Libreville, la capitale gabonaise, pour mener des discussions sur les premières et deuxièmes revues de l'accord au titre du mécanisme élargi de crédit approuvé en juillet 2021, suivant ce reportage de Modeste Ocom que l'on retrouve juste derrière. Pour faire le point de la mission qu'il a conduite, Boualo Loko, chef de mission FMI pour le compte du Gabon, a choisi de faire une conférence de presse. Des progrès importants ont été réalisés. Il faut continuer à faire ces efforts-là. Il faut continuer à faire ces réformes pour d'abord s'assurer que le Gabon arrive à tirer tout ce qu'il peut tirer, notamment du secteur pétrolier et des mines. Nous, notre point de vue, c'est que c'est l'amélioration de l'environnement des affaires qui fait venir les investisseurs, ce n'est pas les exonérations. Un résumé qui n'a pas empêché aux journalistes présents pour l'occasion de poser leurs questions, notamment sur la dette, la gestion des fonds Covid-19 ou encore l'inflation due à la crise en Ukraine. Les réponses n'ont pas tardé. Alors, permettez-moi d'abord de dire que la question n'est pas la dette. Une dette qui est bonne, qui permet de financer des activités qui ont un rendement qui peut vous permettre de générer des ressources pour rembourser vos dettes n'est pas un problème. La dette devient un problème quand elle n'est pas bien utilisée. Nous n'irons pas au conseil d'administration
si 2 actions que nous attendons ne sont pas réalisées. La première, c'est la publication du rapport sur les dépenses Covid. En rappel, le 28 juillet 2021, le Fonds monétaire international a approuvé un accord élargi mécanisme élargi crédit en faveur du Gabon pour un montant de 388,8 millions de DTS, environ plus de 553 millions de dollars américains, afin de faire face à la crise de la pandémie de Covid-19 et soutenir la mise en œuvre de la stratégie de relance économique 2021-2023 des autorités. Modeste, comme toujours, pleine d'entrain pour parler de ces questions d'économie. Comment allez-vous, Modeste? Très bien, Marielle. Pas comme l'économie mondiale en ce moment, malheureusement. On espère. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique a repris en 2021 au niveau du Gabon, atteignant un niveau estimé à 1,5%. Elle devrait s'accélérer en 2022 pour atteindre 2,8%. De bonnes nouvelles, Modeste, mais quels sont les mécanismes pour atteindre ce niveau de croissance? C'est de véritablement miser sur des secteurs clés. Donc le FMI invite les autorités à saisir l'opportunité offerte par la crise en Ukraine. C'est vrai que le contexte il n'est pas très salutaire, mais la réalité c'est que la crise en Ukraine est un bon point pour l'économie gabonaise, notamment avec la montée du prix du baril de pétrole. Mais seulement, il va falloir que ces bénéfices-là, apportés par le pétrole, soient orientés vers comment on va dire, des activités un peu plus lucratifs et qui vont aider le gouvernement à véritablement asseoir l'économie. Donc oui, ça peut aller, mais seulement il faut maximiser dans les initiatives et véritablement mettre en place des projets dynamiques. Alors, la conclusion que l'on a retenue de cette mission du FMI au niveau du Gabon, c'est que l'institution financière conditionne le décaissement donc des 124 milliards de francs CFA restants à la publication du rapport sur la gestion des fonds Covid-19. Modeste, où en est le gouvernement? Le gouvernement va sortir un rapport, ça c'est sûr. Et puis il faut préciser qu'il n'est pas question ici d'un manque de confiance, mais seulement un besoin de transparence pour non seulement rassurer les bailleurs de fonds, mais également rassurer les populations. Oui. Alors le Fonds monétaire international qui est toujours prêt à accompagner les autorités gabonaises dit oui, on sera toujours auprès de vous, mais il faut d'un côté montrer qu'il y a une bonne gestion des ressources qui ont été mises en place pendant toute cette période de crise. On parle quand même de plusieurs milliards de francs. Il y a un délai, mais sachant que le FMI va revenir en juillet, donc on espère que le rapport il sera prêt d'ici là. Une autre condition, c'est aussi en rapport avec les entreprises étrangères qui veulent venir investir au Gabon. Il faut également de la transparence, il faut qu'on sache qui est détenteur d'une entreprise, qu'est-ce que la personne veut exactement et comment est-ce que cela sera fait. Donc tout cela rentre vraiment dans la bonne gestion, dans la bonne gouvernance pour rassurer d'un côté les bailleurs de fonds, mais également et surtout les populations qui en cette période de crise ont véritablement besoin de ça. Modeste, comme de son côté, le Cameroun est déterminé à lever plus de 200 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional. Quelle est la particularité de cet emprunt obligataire? La véritable particularité, Marielle, c'est qu'on va peut-être essayer d'arrêter d'aller chercher de l'argent loin, de nous aider entre nous-mêmes dans la sous-région. C'est la leçon que veut quelque part nous renvoyer le Cameroun. On a vu le marathon du ministre des Finances camerounais. Qui n'a pas hésité à le dire. On ne va pas toujours solliciter l'aide extérieure pendant qu'on a une sous-région qui peut véritablement mettre en place des mécanismes pour qu'elle puisse elle-même se soutenir avec les différents États. Donc le Cameroun s'est dit atteindre 200 milliards de francs CFA, c'est énorme. Donc si j'arrive à faire le tour de tous mes États, peut-être que je pourrais réunir ces 200 milliards et puis atteindre tous ces projets qu'il y a dans la loi de finances 2022 du Cameroun qui souhaite atteindre la modernité et l'émergence d'ici à 2023. Donc c'est un bel exemple des projets tellement intéressants, Modeste, comme nous aurons l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cette rétro de l'actualité, parce qu'aujourd'hui, vous ne nous quittez pas dans cette première partie. Vous restez avec moi. Occasion pour nous de marquer une pause et on se retrouve juste derrière.
Deuxième partie de cette rétro de l'actualité, nous parlerons de sport, de foncier au Gabon, mais nous nous sommes séparés dans la première partie avec Modeste Okom et nous sommes toujours sur l'économie avec cet emprunt obligataire que veut lever l'État du Cameroun. Modeste Okom, avec 200 milliards de francs CFA qu'espère lever l'État camerounais, quels sont les projets structurants qui devront voir le jour grâce à ces fonds? Alors, on est plus dans des projets en rapport avec les infrastructures, Marielle. On a les systèmes alimentaires qu'il faut renforcer. On a plein de projets dans ce sens-là. Diversifier l'économie camerounaise pour véritablement atteindre l'émergence. Donc, un ensemble de projets pour permettre au Cameroun de véritablement se relever en cette période de crise et surtout répondre aux challenges à venir. Voilà. Ben, on parlera également de l'économie au niveau mondial, puisqu'il y a le forum de Davos qui s'est tenu en Suisse, un grand absent, la Russie. Et même la France et les États-Unis n'y étaient pas en présentiel. Quels enjeux de cette grand-messe économique et quels profits pour le continent africain? Les enjeux, Marielle, sont malheureusement, on ne va pas les décrire comme étant quelque chose d'assez dynamique, parce que le message du président ukrainien était assez fort, celui-ci qui rappelait qu'il fallait soutenir l'Ukraine, qu'il fallait encore censurer la Russie. Donc c'était un peu morose après 2 années d'absence pour ce sommet-là. Mais quand même, on est dans la relance des économies du monde, on est dans la crise en Ukraine, dans l'inflation, la crise alimentaire et un peu tout cela. Et on se dit qu'il faut une transition énergétique. Mais comment parler de transition énergétique quand tous les pays essaient de s'en sortir et chacun de son côté? Donc on appelle à la solidarité internationale, on appelle à une aide coordonnée. Et c'est un peu ce qu'a sollicité le président ukrainien, chose qui va être difficile, Marielle, parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'il y a comme conséquence et crise à venir avec la dette, ça va être difficile. Est-ce qu'à ce niveau-là, Modeste, comme l'Afrique ne pourrait pas tirer son épingle du jeu? L'Afrique peut tirer son épingle du jeu et justement à ce forum de Davos, même si on a pu lire dans certains médias que l'Afrique était assez discrète, voilà. Mais l'Afrique pourrait faire toute la différence puisqu'à ce forum, elle a présenté la zone de libre-échange continentale africaine qui, pendant cette période de crise, peut être un véritable atout pour le continent, pouvoir échanger entre nous, partager entre nous, commercer entre nous, sans pour autant aller voir à l'extérieur. Donc, c'était véritablement le fer de lance de la participation de l'Afrique à ce forum. Merci beaucoup à vous, Modeste, pour votre patience et surtout pour la pertinence de vos analyses, les unes après les autres. C'était un bon moment partagé avec vous, Marielle, comme d'habitude. Un bon moment partagé également avec nos téléspectateurs. Et c'est une autre femme de la rédaction de Gabon 24 qui vous remplace à cette place, Praxel Moudeke, avec qui on parle de ces questions liées au foncier au Gabon, de l'acquisition du foncier, aux procédures pour obtenir un titre foncier au Gabon. Regardez ce reportage et on se retrouve juste derrière. Le titre foncier au Gabon, réalité. Le titre foncier est protégé au Gabon. La loi protège très fortement le titre foncier. Et ce n'est pas une fiction. Et c'est pour renforcer cette protection que nous avons justement organisé la rencontre d'aujourd'hui. Il peut arriver qu'une personne ait commencé une procédure et qu'une autre en ait commencé une autre à un autre moment. Et que par le fait des choses, quelque chose ait pu échapper à l'administration. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce sont également des choses qui sont réglées au niveau des juridictions. Avec pour thème la protection de la propriété foncière au Gabon, l'intangibilité du titre foncier, cette rencontre de haute réflexion n'aura pas suffi pour décortiquer cette problématique sociétale. Néanmoins, elle aura permis à plus d'un de comprendre la pertinence et la quintessence de cette question épineuse au Gabon. C'est-à-dire que j'ai parlé de la procédure d'immatriculation qui aboutit à la procédure, qui aboutit à la création du titre foncier. C'est où j'ai déroulé la procédure telle que consacrée par la loi. C'est tout. Par exemple, si quelqu'un vous propose une parcelle ou un terrain, prenez peut-être le temps d'aller à l'ANUTTC avant de donner de l'argent, ou bien venir à la conservation foncière pour vérifier quelle est la situation réelle de cette parcelle-là. Est-ce que celui qui veut vous vendre est vraiment le propriétaire de la parcelle? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs dans ce domaine-là. De l'attestation de cession de parcelle, un contrat conditionnant la recevabilité de la demande de régularisation foncière en passant par l'immatriculation ou l'opposition à réquisition d'immatriculation ou encore l'ordonnance d'immatriculation et le jugement des oppositions, la problématique du titre foncier aura, au cours de cette conférence débat, trouvé des pistes et solutions durables au Gabon.
Axel Moudeke, merci de nous rejoindre pour cette rétro de l'actualité. C'est votre première participation. Comment vous portez-vous? Je me porte bien, Marie. Merci. Et vous? Et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Gabon 24, de la rétro d'une autre quelconque émission. Alors, on parle de foncier, puisque vous êtes notre spécialiste de droit maison. Le foncier au Gabon, on le sait tous, est une problématique réelle. Que doit-on faire quand on dispose d'une parcelle? Moi, Marielle Biogou, je dispose d'une parcelle et je veux régulariser. Ou est-ce que c'est la même procédure pour l'acquisition d'une parcelle auprès de l'État? Bien, Marie, il faut d'abord spécifier justement que l'achat d'un terrain en République gabonaise doit se faire en respectant la loi. D'accord. En respectant la loi parce qu'elle spécifie que le candidat à l'acquisition respecte justement une série de démarches administratives et judiciaires. Quelles sont-elles, ces séries de démarches? Justement, j'en viens, Marielle. Alors, au terme, permettez-moi de lire cet article, le terme de l'article 2 de l'ordonnance numéro 5/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise, l'acquisiteur d'un terrain est soumis à un régime d'acquisition foncière. Autrement dit, le droit le plus absolu sur un terrain n'existe qu'à travers le titre foncier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous avez un terrain et que vous voulez construire, en réalité, avant de construire, vous devrez d'abord avoir le titre foncier de ce terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est très dangereux de construire sur un terrain où il n'y a pas de titre foncier. Alors la première démarche, c'est d'abord, tout comme le titre foncier, il vaut mieux d'abord au préalable vérifier au sein de l'ANUTTC si le terrain qu'on veut acheter n'est pas déjà acheté par une autre personne. Donc, première étape, l'ANUTTC. Voilà, on vérifie. Parce que malheureusement, le Gabonais n'a pas cette habitude. Cette culture. Voilà, cette culture du renseignement. Avant d'abord de construire, il faudra d'abord aller au niveau de l'ANUTTC pour aller vérifier si justement votre terrain n'est pas déjà mis en vente ou n'a pas déjà soumis à un processus de démarche en fait. Le terrain, si la parcelle est vierge, si elle n'a pas été mise à la vente, qu'est-ce qui se passe après? Après, il se passe que après avoir vérifié justement la situation géographique et juridique du terrain, on conclut l'acte d'achat en prenant des précautions de signer une promesse de vente avant l'acte de vente que vous aurez vérifié par les autorités administratives, locales et surtout le notaire. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit, Marielle. Il faudrait que le notaire délivre justement à cette occasion un acte notarié. Et en tout cas, dans ses prérogatives, l'ANUTTC vous aidera tout au long de la procédure pour l'acquisition d'un titre foncier. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit, Marie. Les Gabonais se plaignent, Praxel Moudeke, de la lourdeur de la procédure et même du coût de cette dernière, parce que c'est bien de nous dire le droit ici et nous en sommes ravis d'apprendre un peu plus sur cette affaire de foncier au Gabon. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau du Gabon pour réduire les coûts et peut-être l'aide de lait? Marielle, c'est une très bonne question. Justement, engagée dans une vaste réforme foncière visant la mise à niveau d'un cadre légal et réglementaire, le gouvernement de la République a mis en place l'ANUTTC, justement, pour réduire les délais d'obtention d'un titre foncier et faire place à la transparence dans les procédures administratives. Est-ce qu'il y a comme une sorte de guichet unique au niveau de l'ANUTTC? Marielle. On parlait de délai, justement. Aujourd'hui, Marielle, en termes de délai, on part de 134 étapes, j'y arrive, à 7. Et de 10 ans à 6 mois. Désormais, pour avoir un titre foncier, il suffit juste d'être déterminé. Au bout de 6 mois, vous avez votre titre foncier. En termes de guichet, Marielle, vous parlez de guichet. Pour faire place, justement, pour faire face à toutes les administrations qui participent en aval ou en amont à l'opération de la délivrance des titres fonciers, ça devrait être rassemblé et surtout sur un même site et faciliter la transmission. Ça devrait ou ça l'est déjà? C'est en voie. D'accord. C'est en voie. Le gouvernement s'attelle justement. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Tout est en train d'être mis en place. On est en train de travailler. Le gouvernement est en train de travailler justement pour mettre en place ce guichet unique-là. Et c'est déjà nouveau parce que, en ce qui concerne la délivrance des titres fonciers, qui est très important justement, très importante parce qu'elle permet de sécuriser les propriétaires. Il y a un guichet. Il y a un guichet qui a été mis en place justement et qui va rassembler les différents ministères et qui interviendront dans la délivrance de ces titres fonciers. Alors, au niveau du Gabon, il y a toujours ce problème qui se pose. Moi, Marielle, je veux acquérir une parcelle à Ntoum, par exemple. Est-ce que le pays dispose aujourd'hui d'un plan d'urbanisation qui me permette de savoir que cette parcelle appartient à l'État ou est encore libre et que je peux l'acquérir
mais que je pourrais consulter avant. Justement, on a parlé de ça, Marielle. Pour justement, avant d'acheter un terrain, on devrait aller à l'ANUTTC. C'est au niveau de l'ANUTTC que se trouvent toutes les informations. Malheureusement, le Gabonais n'aime pas s'informer. Il va, dès qu'il a un terrain, il se dit, bon, j'ai la grâce ou bien j'ai la possibilité d'avoir un terrain à 800 000 ou à 500 000, et du coup, il s'achète ce terrain. Mais il ne sait pas que malheureusement, ce terrain peut être déjà occupé, peut être déjà au niveau de l'ANUTTC. Ce qu'on retient donc, Praxel, c'est que les Gabonais devront davantage avoir la culture d'aller vers l'administration pour pouvoir s'enquérir des situations réelles, des parcelles au niveau du Gabon. On aura l'occasion de revenir sur ces questions brûlantes de l'actualité. Merci à vous, Praxel Moudeke, pour votre première participation à la rétro de l'actualité. Merci beaucoup de nous avoir gratifié de votre présence et nous parlons de sport. Pour la boucle de cette émission, nous rendrons hommage dans cette rubrique à celui qui a fait vibrer les tribunes du stade Omnisport Président Bongo de Libreville, mais pas seulement. Théo, comme on l'appelait affectueusement, a été meilleur buteur de la sélection nationale avec Azingo. Et alors qu'un géant s'en va, une autre pointure a pris sa retraite internationale. Pierre-Emerick Aubameyang ne sera donc pas avec les Panthères lors de la CAN 2023. Mais avant, on parle de cette reprise du championnat national au niveau du Gabon ce 14 mai avec à l'affiche de belles oppositions. Et on a vu que le public a massivement participé à cette rencontre. Suivons ce reportage, on se retrouve juste derrière. Le football, c'est la cohésion, le partage, le rassemblement. Un match dans un stade, c'est un moment suspendu autour d'une passion commune pour le supporter, qui va au-delà des clivages du quotidien en termes d'âge, de sexe, d'origine, de religion ou de catégorie sociale. Nous sommes des fans du National Foot et on viendra toujours pour encourager les équipes et les joueurs qui sont dans ce championnat-là. Au Gabon, la présence du public dans les stades était également l'un des indicateurs de la reprise du National Foot 1 et 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les spectateurs ont été nombreux à se rendre dans différents stades à travers le Gabon. Après 2 ans de confinement sportif, c'est une immense ferveur qui a gagné tous les gradins de terrain qui ont accueilli une rencontre de National Foot 1 et 2. C'est déjà une bonne chose que le championnat reprenne. On a attendu ça depuis fort longtemps. Après 2 ans, ça va. L'ambiance y était. Les équipes, ça va. Mais bon, tu sens que les jambes sont encore lourdes. Mais on espère qu'avec le temps, ça va aller. Elle est surtout la bienvenue parce que, comme vous pouvez le remarquer dans les tribunes, les gens attendaient cela. Et le public a répondu favorable à la venue de ce championnat. Et nous sommes très contents de voir les équipes. C'est vrai que ça commence un peu comme ça commence parce que c'est lourd, mais ça va, nous sommes vraiment contents pour la reprise du championnat. Un public qui voulait à tout prix être présent pour ce moment peut-être historique pour le Gabon. La reprise du football et le retour du public dans les stades. Donc que l'on ait été au stade Gaston Périple de Bitam, à Auguste Monédan, au stade Idriss Ngari de Libreville ou encore à Tatami Golé de Koulamoutou, la consommation de matchs a été faite sans modération par les milliers de spectateurs présents dans les gradins. Et c'est déjà pas mal. Rodney Ovono, responsable du desk sport de Gabon 24, m'a rejoint. J'espère que vous allez aussi bien que le National Foot gabonais. On se porte très très bien. Alors Rodney, on parle de cette reprise enfin du championnat national. Enfin la reprise. Votre commentaire peut-être? Enfin oui, parce que c'était cette fameuse date du 14 mai 2022 qui avait été donnée par les autorités en charge du sport et notamment du football au Gabon. C'était attendu par des milliers de supporters à travers le Gabon. Il faut dire que c'était quand même 2 ans de pause forcée pour toutes les disciplines sportives. Et on parle notamment du football. Il faut dire que contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas repris le championnat avec des huis clos. Ici au Gabon, nous avons dû attendre la levée de la mesure 0204/PM de novembre 2020 qui interdisait donc la pratique du sport collectif, des sports collectifs sur l'ensemble du territoire gabonais. Une fois la mesure levée, il fallait que les footballeurs donc, se préparent, les clubs, les associations, notamment la FEGAFOOT et aussi la LINAF, donc, qui gère le championnat national professionnel. Il faut dire donc première et deuxième division. Et les choses ont été faites. C'est vrai qu'après, on a quand même tâtonné au début parce qu'il y a encore des petits couacs, mais on va dire que la première chose, vraiment la première remarque, c'est le retour du public dans les stades. Vous voyez même que cet engouement, voilà, des Gabonais qui sont fiers aujourd'hui de retourner dans les stades et ce qui nécessairement, lorsqu'on parle de championnat national,
on parle automatiquement de sélection nationale parce que c'est aussi le vivier où on pioche non seulement les under, donc les U, tout ce qui est U17, U20, U23, mais également les sélections A', donc celles qui doivent jouer le CHAN ou les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Cette Coupe d'Afrique-là qui est réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, mais aussi la sélection A, cette sélection fanion-là qui représente le Gabon à travers le monde. Et justement, vous parlez de cette sélection, on était un peu dans le regret d'apprendre cette retraite internationale de celui qui a porté le brassard de capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang. C'est quand même une retraite assez prématurée, Rodney Ovono, s'il faut le dire ainsi. Oui, il faut dire que si on voit l'âge de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a quand même 33 ans, et qu'on voit aujourd'hui des attaquants de 34, 35, 36 ans qui sont encore en forme. Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui est le meilleur buteur du FC Barcelone. Il arrive en janvier et déjà il s'est imposé dans l'un des plus grands clubs du monde. Maintenant, pour ce qui est de son départ, c'était quand même prévisible. C'était prévisible au vu de ce qui s'est passé au Cameroun. Voilà un peu par rapport à ce qui s'est passé à la CAN. Par rapport à ce qui s'est passé à la CAN, il y a eu peut-être une frustration. Il y a eu aussi des communiqués à n'en pas finir. Mais pourtant, on parle de foot, on parle de fair play, Rodney. Oui, on parle de foot, de fair play, mais il y a eu des accusations. On le disait dans une de nos émissions Multisport 24, que lorsque la fédération a pondu un communiqué selon lequel Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemine étaient remis à disposition de leur club pour des raisons de maladie. Il y a le journal, le quotidien L'Union, le quotidien national L'Union, qui indiquait par ailleurs qu'il y avait eu des cas d'indiscipline. Donc je crois que c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase, parce que entre l'équipe nationale et Pierre-Emerick Aubameyang, rappelons-le, il y a quand même eu pas mal d'incompréhension entre l'avion que les joueurs n'avaient pas eu à prendre il y a quelques années et la question des primes. La question des primes au Qatar qui était déjà mise sur la table. Qui était déjà mis sur la table et qui est encore revenu au Cameroun, notamment Dubaï. Ils étaient à Dubaï et c'est revenu encore sur la table. Donc il y a eu pas mal d'incompréhension comme ça entre les Panthères du Gabon, donc la sélection en elle-même, ou du moins les dirigeants de la fédération et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais moi je ne voudrais que garder, et j'espère que le peuple gabonais ne garde quand Pierre-Emerick Aubameyang, c'est 30 buts en sélection, c'est plus de 70 sélections. Lorsqu'il nous a fait vibrer en 2012, lorsqu'il est arrivé en équipe nationale en 2009, lorsqu'il a joué au stade Omnisport, qu'on appelle au Soukissa Bangui, et qu'il a fait vibrer le fameux Chaba. C'est cela qu'on doit garder d'un Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'il a quand même fait vibrer le Gabon, mais aussi, je crois qu'il a mis le Gabon sur la carte du monde. Ballon d'or africain. Il a positionné effectivement Ballon d'or africain, meilleur buteur du championnat d'Allemagne, meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Ça montre qu'on a une pépite. Il est aujourd'hui, s'il faut parler de légende, il est au même titre qu'un Anthony Obam au taekwondo, ou encore Yannick Obi en handball. Ce sont des personnes aujourd'hui qui font vibrer, ce sont des icônes. Bon, après, malheureusement, il a décidé de prendre sa décision, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il peut revenir. Bon gré, mal gré. Oui, il a encore l'âge de jouer en équipe nationale. Il peut encore apporter son expérience, mais c'est sa décision et il faut la respecter. Ce qui est sûr, c'est que pour la CAN 2023, il va nous manquer notre Pierre-Emerick international, et peut-être revenir rapidement sur cette liste de Patrice Neveu pour la CAN 2023. Oui. Et alors, c'est une liste qui, déjà, avec des surprises, oui, il y a 3 nouveaux. On a aussi un autre nouveau. Lui, c'est quand même le jeune de la bande, Jacques Ekomi, qui a été formé au Gabon, au foyer. Donc, c'était un club phare, un centre de formation du côté du nord de Libreville, dans la commune d'Akanda. Nous avons l'absence de Ibrahim Don. Mais là, c'est plus pour des raisons extrasportives. Là, il faut dire qu'Ibrahim Don est à Libreville depuis quelques mois. Le club où il a été prêté en Turquie, il n'est pas payé. D'accord. Donc, appartenant toujours à Dijon, il ne pouvait pas revenir jouer, par exemple, pour un club ici au Gabon. C'était même la solution pour Patrice Neveu, qui avait clairement exhorté son joueur à venir d'abord être en forme ici au Gabon, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On est en train de trouver un club à Didier Ibrahim Don. On a aussi Mario Lemina, qui... On n'a pas compris l'absence de Lemina. Lui aussi, par rapport à cette situation de la CAN,
2021 au Cameroun, a décidé de ne pas revenir. Mais le plus grand apport, il faut quand même le dire, c'est le retour d'Aaron Apinangoy. Oui. Ça faisait près de 3 ans, depuis 2019, qu'il n'a pas joué pour l'équipe nationale. Et c'est quand même un patron de la défense qui revient comme ça là. C'est de bon augure, sachant que le Gabon va jouer le 4 juin contre la RDC à Kinshasa, à huis clos, et le 8 juin contre les Mourabitoun de Mauritanie. Et on aura un stade de Franceville plein à craquer. On espère que le stade sera plein à craquer, comme alors qu'on parlait de Azingo National avec Théodore Zuengema qui nous a quittés. Rodney, que de souvenirs. Que de souvenirs pour un joueur qui a marqué toute une génération, ou du moins tout un pays. Certains le disaient, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs que le Gabon est connu. S'il faut parler de deux, je veux en retenir Pierre-Emerick Aubameyang et surtout Théodore Zuengema, parce qu'il nous a fait rêver, il a fait soulever les foules. C'est vrai qu'après, on a toujours ce problème peut-être de reconnaissance des anciens. J'allais d'ailleurs en arriver. Est-ce qu'il ne s'en va pas sans véritable reconnaissance de son pays, le Gabon? Alors, s'il s'en va sans reconnaissance de son pays, le Gabon s'est rattrapé, il faut le dire ainsi, parce qu'il y a une forte délégation gabonaise à Mongomo, en Guinée équatoriale, lors de son inhumation. Et bien sûr, où vous étiez d'ailleurs? Oui, nous étions, Gabon 24 y était pour vivre ce moment-là. Et il a été honoré à la mesure de ce qu'il représentait pour les deux pays, notamment la Guinée équatoriale, le pays de sa mère, et le Gabon, le pays de son père. Donc il faut quand même avouer que il va peut-être trop tôt, à même pas 50 ans, mais ce sont des raisons médicales, il était malade. Mais on ne peut retenir de lui que le grand joueur qu'il était. Petit Mbongo s'en va, mais pourtant une légende ne meurt jamais. Merci à vous, Rodney Ovono, de nous communiquer à chaque fois cette chaleur footballistique et même sportive que vous avez, et on le ressent d'ici. Oui, parce que lorsqu'on est passionné, on fait tout avec la bonne humeur, quand vents et marées. Et cette passion, nous voulons qu'elle soit toujours à chaque nouveau rendez-vous de la rétro de l'actualité, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Gabon. Je le disais déjà avec le national Azingo jusqu'à ce jour avec 31 réalisations, avec une brillante carrière sur les terrains. Il avait embrassé la carrière d'entraîneur et de formateur en Guinée équatoriale. Né un 9 novembre 1973 à Libreville, Théodore Zuengema s'est éteint ce mois de mai 2022 et a été inhumé dans sa ville à Mongomo, où on se quitte donc sur ces témoignages de ce grand footballeur, à ce grand footballeur que le Gabon vient de perdre. Théo, c'est le Gabon tout entier qui te dit merci, à très vite. Théo, c'était un fils exemplaire pour moi, mon premier fils. J'avais accouché 10 filles, 5 garçons, 5 filles. Et Théo, c'était le premier fils de mon accouchement, comme garçon. C'est vrai que c'est assez difficile de parler de lui au passé. Il faut dire que Théodore Zuengema était un passionné. En fait, la manière qu'il a travaillé en tant que sportif sur le terrain, c'est la même hargne, c'est la même abnégation, c'est la même fougue, c'est la même, le même envie qu'il a transmis en tant qu'entraîneur. Théodore Zuengema, c'était une légende et il a fait beaucoup pour le Gabon. On ne peut pas rater cela parce que on voulait absolument rendre un dernier hommage à notre grand frère, à notre frère, pour tout ce qu'il a fait pour la nation gabonaise. J'ai encore du mal à réaliser que Théo est parti. Donc, en de telles circonstances, être cohérent dans ses propos et dans sa formulation, c'est très difficile. Quand on parle de Théo Zuengema aujourd'hui, on parle de l'un des meilleurs joueurs gabonais de tous les temps. Donc, je suis très attristé pour la famille. On va tout faire pour garder toujours le nom de Théodore Zuengema en Tchama.